Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 20e podcast déjà. Il me semble que 20 c'est un beau chiffre. Puis, Ça va faire quasiment un an qu'on a commencé les podcasts. Ouais, parce que dans le fond, on les fait aux 2 semaines. Fait que 26 podcasts, ça va faire un an. Déjà, je pense que ça va bien à date. Moi, c'est... Ouais, vas-y. Au début, moi dans ma tête, je sais pas si je te l'avais dit, je m'étais dit, si on se rend à 10, 12, on est bon. Finalement, on est rendu à 20, puis je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Là. Moi, j'aime vraiment ça, faire ça. Ouais. Donc, Puis en plus, on a une nouvelle caméra aujourd'hui, donc pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, peut-être que la qualité est meilleure, peut-être pas, parce que dans le fond, on a juste changé la caméra, on n'a pas un meilleur éclairage, puis tu sais, en ce moment, il est quoi? Il est genre 8h, fait que... on est encore un samedi soir On est encore tard. un samedi soir tard, puis c'est ça, il fait noir, fait que l'éclairage de la maison est pas super. Mais bref, c'est ça, nouvelle caméra, on va l'essayer. On va essayer de faire plus de vidéos YouTube à suivre. Mais en tout cas... Puis c'est ça, on n'a même pas pris de chance, là, on sait même pas si ça va marcher finalement la caméra. Donc on a notre cellulaire qui filme comme d'habitude, puis juste à côté on a la nouvelle caméra qu'on a achetée. Donc si la qualité est sûrement un petit peu meilleure, c'est parce que finalement la caméra ça a marché. Ouais. Quand je l'ai acheté, ça disait qu'il y avait une autonomie de batterie de maximum 1 heure. Et des fois, nos podcasts durent ça à peu près. Donc, on va voir si ça va fonctionner. Sinon... Super. Étude du jour, hein, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. On a décidé de faire une petite étude aujourd'hui. Donc, vas-y, explique-nous c'est ça, juste avant de rentrer dans le sujet. Aujourd'hui, on a décidé de faire un Q&A qu'on appelle. Oui, c'est vrai, excusez. Fait que on a posé dans notre story Instagram des questions. On n'a pas posé des questions, on vous a demandé que vous nous posiez des questions. Puis dans le fond, on a eu des super de bonnes questions, on en a eu plusieurs. On a pas toutes sélectionné les questions malheureusement, mais ceux qu'on a pu sélectionner, on en a sélectionné 4 qu'on pense que ça va faire des bons sujets pour aujourd'hui, des sujets assez variés. Mais avant ça, on s'est dit pourquoi pas faire une petite étude scientifique comme on fait d'habitude. Aujourd'hui, ça s'intéresse avant Hello. Ouais. Si vous aimez notre podcast, oubliez pas de liker sur YouTube, de partager dans votre story, d'en parler à vos amis. Le podcast, il grossit. Je te dirais qu'au mois de mars, pas qu'il a moins grossi, mais il a stagné par rapport au mois de février, puis ça me dérange pas de le dire. Mais j'aimerais ça qu'on continue à faire augmenter ça. Donc, parlez-en, partagez-les dans vos stories, ça nous pousse à continuer, même si on est déjà super motivés puis on adore ça. Donc, ça, c'est votre mission. Puis sinon, pour aujourd'hui, l'étude du jour, c'est une étude, dans le fond, qui est, pour ceux qui connaissent ça, c'est une méthode d'hypertrophie, c'est pour gagner du muscle. Ça s'appelle la pré-fatigue. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce que ça consiste? Ça, c'est vraiment une méthode d'entraînement qui est popularisée surtout chez les bodybuilders. Ouais. Donc, ça consiste à fatiguer un muscle en isolation, puis d'aller tout de suite, après avoir fatigué notre muscle, d'aller faire un gros mouvement, par exemple un squat, un bench, un deadlift, c'est moins souvent utilisé au deadlift, mais de faire un gros mouvement, puis le fait d'avoir fatigué notre muscle juste avant, ça devrait théoriquement activer davantage ce muscle-là pendant le gros mouvement. C'est comme genre fatigué / activer, c'est plus dans une optique d'aller activer le muscle pour pouvoir plus l'utiliser dans ton gros mouvement que là, tu veux aller vraiment développer encore plus en hypertrophie, en force, etc. C'est ça. Mais depuis des années, ceux qui s'entraînent dans des salles d'entraînement, ils connaissent cette méthode-là, la méthode pré-fatigue. Puis là, tu vas demander à tous les entraîneurs pas tous les entraîneurs, mais beaucoup d'entraîneurs vont dire c'est quoi la pré-fatigue, ils vont dire c'est que tu fais un mouvement d'isolation, par exemple, tu fais du leg extension, qui vont travailler les quadriceps. Puis après ça, tu vas aller faire un mouvement, tu vas fatiguer tes quadriceps. Puis après ça, tu vas aller faire un mouvement plus complexe, un compound movement, comme un squat, un leg press, les gros mouvements. Fait que ça va faire en sorte que ton quad est plus activé. L'étude aujourd'hui qu'on vous présente, c'est justement, ça vient un petit peu contredire cette mentalité-là. Puis des fois, c'est bon d'avoir des études comme ça parce que, écoute, c'est pas parce que des fois, ça fait 20 ans qu'on dit que la méthode de pré-fatigue, c'est bon pour activer un certain muscle, que c'est nécessairement tout le temps vrai. Donc, cette étude-là, ça avait quand même un certain nombre de sujets importants, là, je me souviens plus le nombre exactement, environ 26-25 ans, 4 à 5 ans d'expérience en salle de muscu, donc c'est respectable. Ce qu'ils faisaient, c'est ils faisaient un 10 RM. Dans le fond, ils ont juste vite là, ils ont pris dans une séance, tu sais, ils ont eu 2 rencontres, ils ont pris leur 10 RM au leg extension, 10 RM au leg press, puis dans une deuxième rencontre, ils ont fait le plus de répétitions possible avec leur charge du 10 RM au leg extension. Après ça, ils sont tout de suite allés au leg press, puis ils ont comparé
est-ce que l'activation musculaire est réellement plus importante quand on fatigue nos quadriceps? Puis, étonnamment, dans l'étude, ils ont réalisé que quand le groupe qui faisait du leg extension puis tout de suite du leg press après, ils se sont rendus compte que c'était plutôt le contraire. Les quadriceps étaient significativement moins activés pendant le leg press. Donc, bon, est-ce que ça, tu sais, on sait... Tu faisais aussi moins de reps au leg press. Donc, non seulement le quadriceps était moins activé, il y avait pas de différence au niveau des fessiers. Donc, on aurait peut-être pu penser, on se dit, si les quads sont moins activés, c'est sûrement aussi parce que d'abord, ça fait l'inverse, puis c'est les fesses qui sont plus activées. Pas vu de différence au niveau de ça, puis les personnes étaient moins forts. Mais mettons, par contre, ceux qui ont fait de la pré-fatigue sont quand même allés à l'échec, on s'entend. C'est ça. Donc, en pré-fatigue, t'es pas nécessairement obligé d'aller à l'échec. Aussi. Ça, dans le fond, ça peut être d'autres certaines méthodes d'entraînement qui peuvent être utilisées. Mais si l'objectif, c'est vraiment de dire on fait de la pré-fatigue, on brûle notre quadriceps pour après ça venir l'activer davantage en faisant un mouvement complexe, ça semble malheureusement pas d'être efficace. Non, mais c'est ça, mais tu sais, faudrait voir si, mettons, justement, ils avaient pas fait un maximum de reps avec leur charge de 10 RM. Peut-être. Ce qui aurait changé au niveau du leg press, mettons. Mettons tu veux dire s'ils vont pas à l'échec complètement. Ça, ouais. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Mais si on prend vraiment aller à l'échec puis après ça faire un mouvement complexe, c'est peut-être pas la meilleure façon. Je sais qu'il y a beaucoup de culturistes pro que ce qu'ils font, eux, c'est que ils mettent pas nécessairement tout le temps leur gros mouvement premier dans leur entraînement. Ça se peut qu'ils vont faire, justement, comme Elo a dit, peut-être avant, c'est pas obligé d'être en super série ou en super set qu'on appelle. C'est pas obligé d'être directement ensemble, mais ils vont faire, mettons, peut-être, je sais que John Meadows, un bodybuilder pro, il fait souvent du leg curl avant de faire son back squat. La raison de ça, ça y sert plus comme un échauffement, puis il va pas nécessairement à l'échec dans son premier exercice qui est un mouvement d'isolation, c'est plus un échauffement. Donc je pense que c'est pas mal ça qu'on... Comme une activation. Donc c'est ça, c'est une activation. La différence entre activation et fatigue, dépendamment de l'objectif de votre entraînement là. Tu sais, ce que moi j'en retiens, c'est que ton premier vrai exercice de ton entraînement, ça devrait être tu sais, le premier exercice que tu pousses puis que tu vas à l'échec, ça devrait être un mouvement compound, puis après ça, tu vas mettre tes exercices d'isolation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus? Non, on est quand même gros du stock pour le podcast d'aujourd'hui. Je pense que j'enchaînerai Je pense que oui. Donc, on a eu plusieurs questions. La première question qu'on a eue, c'est quoi l'intérêt de faire de l'excentrique lorsque l'objectif, c'est de gagner en force? Donc, Elo, peut-être juste définir c'est quoi l'excentrique. Yes, dans le fond, l'excentrique, je sais pas pourquoi j'allais dire au squat, là. On dirait qu'on prend tout le temps le squat comme exemple, là. Mais c'est tout le temps la portion du mouvement où on va retenir la charge. Donc, si on veut, il y a l'excentrique, le concentrique, c'est sûr que l'excentrique va être plus facile que le concentrique, parce que dans le fond, tu retiens la charge contre la gravité, t'as pas à la pousser contre la gravité, ou à la tirer, peu importe. Exact. Mais, par exemple, dans un squat, l'excentrique, c'est la descente. Dans un bench, même chose. Dans un tirage, ça va être quand tu vas éloigner le poids de toi, mettons, là. Fait que c'est généralement la portion la plus facile. C'est tout le temps la portion la plus facile. Puis souvent aussi, il y a certaines personnes qui vont appeler ça le négatif aussi, là, la phase négative. En gros, c'est la phase excentrique, c'est la phase facile. La question c'est quoi l'intérêt de mettre de l'emphase, un accent ou de passer plus de temps en phase excentrique quand le but c'est de développer de la force. Puis on sait très bien que quand on veut développer de la force, ce qui nous limite, c'est souvent c'est parce que c'est quand on arrive pour pousser, on n'est pas assez fort. C'est pas parce qu'on n'est pas capable de la descendre. Parce qu'on est tout le temps plus fort en excentrique quand on s'entraîne. Exact. Donc, c'est quoi l'intérêt de passer plus de temps en excentrique? Premièrement, je pense qu'avant d'aller voir pourquoi, je pense qu'on peut juste comme expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour justement travailler l'excentrique. C'est comme quand, mettons, quelqu'un qui pose la question, c'est quoi l'intérêt de faire de l'excentrique? Bon, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour l'excentrique? Tempo. C'est ça. Fait que ralentir la descente. Mettons, si on prend l'exemple d'un squat encore, à la place de descendre normalement en 2 secondes, mettons, on peut descendre en 5, 6, 7, 10 secondes. Tu sais, il y a pas de règle, on peut descendre autant qu'on veut. Ça peut être de carrément juste faire l'excentrique. Fait que, mettons qu'on reprend notre exemple de squat,
on fait la descente, puis on installe des pins, là, évidemment, on laisse pas de drop la barre à terre. Ou là, un spotter, mettons, au bench. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, on descend, on fait juste l'excentrique, rendu au pin, on relâche puis on replace la barre, là. Tu sais, à la limite, ça serait une façon de travailler l'excentrique. Il y a quelque chose d'un petit peu peut-être moins compliqué. Ça, c'est peut-être, cette méthode-là, mettons, c'est peut-être une méthode. J'ai jamais fait ça de ma vie, là. C'est une méthode quand même assez avancée, là, si vous débutez. J'ai jamais fait ça de ma vie. Allez-y un petit peu moins intense, là. Sinon, les weight releasers, fait que ça, si tu veux l'expliquer. Ben, pour ceux qui savent pas c'est quoi. Avec la face qu'il a faite, j'étais comme, ouais, c'est compliqué à expliquer. Ben, ceux qui l'écoutent sur YouTube, je vais probablement trouver un vidéo de weight releaser ou quoi que ce soit. Mais c'est en gros, c'est juste que, pas besoin de l'expliquer tant que ça, là. C'est juste un espèce d'outil. On va appeler ça un outil qui va te permettre de mettre plus de charge pendant ton excentrique. Rendu en bas, les poids vont s'enlever. Ça va te permettre d'avoir un concentrique avec moins de charge que ce que t'as mis dans ton excentrique. Donc, dans ce temps-là, tu surloads l'excentrique. C'est ça. Fait que ça met plus de charge au niveau de la portion excentrique. Puis là, quand t'arrives pour monter, il y a moins de charge, donc c'est plus facile. Ça rend le mouvement comme difficile également partout. Ouais. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Donc ça, c'est 3 façons de mettre un petit peu plus d'emphase sur la portion excentrique. Donc on a dit le tempo, juste l'excentrique, ou de mettre plus de charge dans la portion excentrique. Ça peut être aussi style weight releaser, là, ça peut être tu descends, t'as toute la charge, puis quand t'arrives en bas, tu te fais aider par un spotter. Hein. Ouais, là, ça devient gossant un peu. Ça devient du taponnage, mais vous comprenez le principe. Donc, ça, c'est des façons de mettre un petit peu plus d'emphase sur la force. Mais pourquoi on ferait ça? C'est ça la question. Mais c'est ça. Je pense qu'on en a déjà parlé dans un de nos podcasts, mais il y a plusieurs mécanismes d'hypertrophie pour gagner de la masse musculaire. Il y a notamment la tension musculaire. Il y en a 3 en vrai, 3 mécanismes. Il y a la tension musculaire. C'est quoi la tension musculaire? C'est quand ton muscle est sous tension, par exemple, enlevant une charge lourde, ça va envoyer un signal ton corps va envoyer un signal de OK, j'ai une tension musculaire élevée, je veux gagner du muscle pour être capable de subvenir à cette tension-là. Donc, ça c'est le premier mécanisme, c'est généralement le plus important. Ouais. Il y a le stress métabolique. Donc ça, rapidement, c'est souvent plus quand on fait une séance de pompe. Fait que, mettons, on fait beaucoup de la haute répétition, puis là, on a notre muscle qui est gorgé de sang. Ça va être le stress métabolique. Ça va être, mettons, avec des signaux hormonaux aussi. Exact. Ouais. Des signaux hormonaux, des métabolites dans ton corps qui vont envoyer des signaux pour dire, hey, regarde, moi, j'ai ça qui se ramasse dans mon corps. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je grossisse. Je veux gagner en hypertrophie. Puis finalement, le 3e point, c'est les dommages musculaires. Les dommages musculaires, c'est un peu des micro-déchirures qui se passent dans le muscle. Puis c'est suite à un entraînement. Ton corps doit récupérer. C'est comme une fracture. C'est comme des petits dommages. C'est pour ça que ça s'appelle dommage musculaire. Hein, ouais. Quand on se casse quelque chose, ben ton corps doit réparer. Puis ce qui arrive avec le muscle, c'est que quand il se fait déchirer, des micro-déchirures très petites, ben le corps il répare mais un petit peu plus ce qu'il devrait réparer, ce qui fait en sorte que le muscle à la longue grossit. Il y a des cellules qui vont venir se joindre aux muscles, qui vont apporter des noyaux, qui vont forcer le muscle en fait tout simplement à grossir pour Ouais, exactement. Donc, mais là c'est quoi le rapport avec tout ce qu'on dit encore? Ouais, c'est ça. C'est que mettre un petit peu plus d'accent sur la phase excentrique, ça va créer plus de dommages musculaires. Dommages musculaires, c'est un des 3 c'est un de nos 3 facteurs. Voilà. Exactement. Donc, qui dit hypertrophie, on a fait même une publication cette semaine là-dessus. On est quelle date? On est le 20 là aujourd'hui. Ben le podcast 23. sort le 25 mars. Mais dans la semaine avant le 25 mars, si vous allez sur notre Instagram, vous allez voir, on a fait une publication de c'était les facteurs déterminants de la force. L'hypertrophie, c'est vrai que c'est un facteur, si c'est pas même le facteur le plus important qui détermine la force. Donc, indirectement, si on est capable de créer plus de dommages musculaires en faisant plus d'excentriques, on est potentiellement capable d'avoir un petit peu plus de muscle. Qui dit un petit peu plus de muscle dit peut-être plus de production de force. Par contre, c'est important de noter que, comme on l'a dit dans notre publication, la grosseur du muscle, c'est un facteur parmi des centaines de facteurs. Puis surtout que les dommages musculaires, c'est un facteur parmi un facteur. Fait que ça devient compliqué à mon nez, là. C'est ça. Fait que oui, ça peut être intéressant de faire plus d'excentriques dans le but de gagner de la masse musculaire, dans le but de gagner de la force. Ça peut être un objectif d'une phase dans une année.
mais sachez qu'il y a plusieurs autres facteurs. Par contre, on voit pas juste l'excentrique comme une façon de gagner du muscle à l'entraînement. Et la deuxième façon on pense que ça peut être intéressant de faire de l'excentrique, c'est si, admettons, quelqu'un au squat. On va prendre l'exemple au squat parce que je pense que c'est assez fréquent. Même qu'on a fait un post hier là-dessus. Ben ça va être pour fixer une faiblesse, tout simplement. Exact. Fait qu'il y a, mettons, que je pourrais dire comme exemple, le squat. Souvent, surtout les débutants, ils vont avoir tendance à descendre beaucoup trop bas au squat. Si on parle, mettons, si quelqu'un veut faire une compétition de dynamophilie, force athlétique, powerlifting, on a juste besoin de descendre à une certaine profondeur. Mais c'est pas juste la descente, le problème, c'est qu'il y en a qui pensent que en allant le plus bas possible, avec une grosse vitesse, ça va leur permettre d'aller chercher un espèce de gros rebond. Le problème avec ça, c'est que oui, c'est bon d'avoir de la vitesse parce que ça active le réflexe myotatique d'étirement myotatique ou le stretch reflex. Fait que c'est bon pour ça, mais par contre, c'est que souvent, ce qui arrive chez les gens, c'est qu'ils descendent trop vite pour la tension musculaire qu'ils sont capables de garder. Fait qu'ils vont descendre tellement vite qu'ils vont tout perdre la contraction au niveau de leur corps. Fait que oui, il va y avoir un rebond dans le bas du mouvement, mais ça va être au détriment d'une perte de force parce que si tu perds de la contraction dans ton corps, c'est sûr que tu vas perdre la production de force. Ils vont perdre la tension un peu partout. Surtout quand tu commences à avoir de plus en plus lourd. C'est ça. Tu sais, souvent, des fois, avec les charges légères, c'est comme facile dans les bunts, dans le bas du mouvement, mais essaie de faire ça quand t'as lourd, c'est plus dur. Fait que, tout ça pour dire que le travail en excentrique peut aider, dans le fond, à venir comprendre comment maintenir cette tension-là tout au long du mouvement, parce que, je vous le dis, c'est important. Exact. C'est vraiment important. Puis t'as pas à descendre le plus bas possible, justement, en powerlifting. T'as une distance minimum, là, mais tu peux aller plus bas que ça si t'as envie, mais tu sais, ça sert pas nécessairement à grand chose de plus. C'est pas plus bénéfique d'aller plus bas. C'est pas un sport... Moi, j'en ai fait un petit peu de tempo squat avant que je me décide à vouloir faire des compétitions en bobette, là. Puis, moi, c'était surtout pour ça, parce que je me souviens qu'à ma première compétition, surtout avec le stress d'une compétition, j'étais arrivé à mon 3e essai au squat, puis j'avais fait schlung, vraiment un squat, puis j'étais allé vraiment bas dans le but de prendre mon rebond, comme on dit. Mais je savais pas exactement... Je perdais ma tension, mais je savais surtout pas exactement à quelle hauteur arrêter. Parce que quand t'apprends à être vraiment tête, c'est facile de toi-même, générer un effet rebond, peu importe la distance à laquelle tu descends. Fait que t'es pas obligé d'aller claquer tes tibias contre tes cuisses dans le bas du mouvement pour avoir le rebond, vraiment pas. Fait que tu sais, je pense que ça d'avoir un focus sur l'excentrique squat dans un tel contexte, ça peut être super bénéfique. Puis même chose, par exemple, au bench. C'est quelqu'un qui a aucun contrôle de sa barre dans la descente, d'aller mettre un focus sur l'excentrique, ça peut aider à comprendre la rétraction au niveau des omoplates, tout le dos tête, le contrôle de la barre, la trajectoire de la barre, la pose. Fait que tu sais, c'est tous des éléments super importants à long terme qui, des fois, sur le coup, peuvent vous faire sentir que votre bench est plus dur. Mais, tu sais, au final, c'est tout le temps payant. Ouais, c'est ça. Puis même ça, pour en revenir à moi, même encore j'ai ce problème-là je dépose pas tout le temps la barre en même place sur ma poitrine. Ça me cause des ennuis sur mon bench, là, c'est probablement mon lever des 3 qui est le plus faible. Fait que de faire du tempo... Parce que tu dis tout le temps ça. Ouais. De faire du tempo, justement, ça peut être utile à apprendre à bien contrôler la barre puis à d'être tout le temps plus précis à faire votre mouvement. C'est comme, par exemple, le fait de ralentir le mouvement, ça va aider... comme je viens de dire, à d'être plus précis. C'est comme un jeune joueur de baseball qui commence à jouer au baseball. Puis là, tu le mets face à un lanceur des ligues majeures. Puis il lance à 100 km/h. C'est sûr qu'il va pas réussir à frapper la balle. Fait que qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On commence le joueur de baseball. Tu comprends pas mon exemple? Non, j'étais tombé dans la lune. Je suis tombé dans la lune avant que tu dises baseball. Fait que là, quand t'es tombé à baseball, j'étais comme, mon Dieu, t'es pas une grande fan de baseball. Hey, non! Donc, on aime full ça aller jouer, aller regarder les aigles. Pour ceux qui savent pas, c'est... Les aigles, c'est l'équipe de baseball de notre ville. Fait que bientôt, on va recommencer à aller jouer au baseball. Puis finalement, pas aller jouer au baseball, aller écouter les matchs de baseball. Puis finalement, quand on... ça, c'est drôle. Quand on commence à écouter un match de baseball, là, souvent, genre,
Bon, premièrement, Hello, faut qu'elle s'en aille à peu près. Faut qu'on parte à peu près. J'ai changé, je suis rendue fucking wild. Okay. Je vais pas me coucher plus tard. Mettons 9 matchs sur 10, faut qu'on parte environ à la 6e ou 7e manche parce que Hello, elle a un couvre-feu, faut pas qu'elle se couche plus tard qu'à 10 heures. Avec, là. Donc ça, souvent, ça crée des chicanes. Puis, en plus de ça, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on va voir une game de baseball, on se chicane. C'est à cause de ça. Donc, on aime ça le baseball, mais il faudrait que ça dure juste une manche. Mais tout ça pour dire que, pour en revenir au tempo, ok? Tout ça pour dire que si je commence à jouer au baseball, c'est la première fois que je suis au bâton, puis je me fais lancer une balle à 160 km/h, si je la frappe, c'est juste de la chance, ok? Fait que ce qu'on va faire avec les débutants, on va partir la balle immobile, puis on va juste tranquillement pratiquer leur swing, puis graduellement, on va leur envoyer des balles à 10 km/h, 15 km/h, lentement. C'est le même principe avec finalement, c'est un bon exemple. C'est le même principe avec le tempo au squat, au bench, où, tu sais, on utilise le squat, bench, deadlift, nous, parce que c'est notre sport. Mais si ton but à toi, c'est d'avoir un meilleur, quel exercice qu'on... Mais si je suis tombée dans l'une, c'est parce que là, ça commence à être trop long pour ce point-là. Si ton objectif, c'est d'avoir un meilleur military press, tu peux ralentir aussi le tempo au military press. Donc, c'était nos 2 points. Juste rappeler vite, l'avantage de faire de l'excentrique pour la force, peut-être un gain musculaire, c'est un facteur parmi tant d'autres, puis ralentir le mouvement pour être plus précis, plus efficace, plus de tension dans ton corps. Puis ça, mettons quelqu'un qui est genre vraiment faible en excentrique, ça peut juste être bon d'aller améliorer l'excentrique parce qu'à un moment donné, t'es comme, tu sais, ça peut devenir à la limite, je pense pas que ça peut devenir un maillon faible, mais tu sais, si vraiment, là, il y a certains ratios, si on veut à respecter, pas à respecter, là, mais des guidelines entre l'excentrique et concentrique, là, tu sais, si vraiment ton excentrique rush, ben, tu sais. Mais là, à un moment donné, ça devient compliqué. Là, pour rien pisser, pourquoi je pense qu'on peut passer au prochain point. L'autre, la deuxième question qu'on a eue, c'est quoi le repas idéal avant l'entraînement? Ça, par exemple, c'est un de mes clients qui m'a posé cette question-là, c'est Luc. Luc, c'est un athlète un athlète d'extrême, tu sais, endurance, donc il fait des courses de canot qui durent 8 heures et plus. Fait que, Luc, je vais te répondre en privé pour ça, parce que pour toi, c'est probablement différent de tout le autre monde qui nous écoute. T'es probablement le seul qui fait ce type de sport-là, 8 heures de canot sans arrêt. Mais on va transférer cette question-là, parce que c'est une bonne question, pour, disons, quelqu'un qui veut... Moi, personnellement, je pense que pour Luc, je donnerais du pain aux bananes, mais au lieu de mettre du sucre, tu mets le sel. Ah oui, parce que Luc, il nous a conté son histoire, ou c'est peut-être Magali. C'est ça a l'air, c'est fucking bon. Donc, mais Luc, ce qu'il fait, par exemple, s'il me l'a dit, c'est quand il y a des courses de 8 heures, il mange des patates crues. Comme ça, dans son canot. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? On va transformer cette question-là, en plus, quelqu'un qui veut prendre un petit peu de muscle, un petit peu de force. Disons qu'il y a un entraînement normal qui dure 1 heure, 1h15 avec l'échauffement. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous dire que ce que je vais dire, c'est pas exactement ce que moi je fais, parce que moi, je trouve que ce que je fais, ça fonctionne bien, mais je vais vous dire ce que je recommande à mes clients, par exemple. On recommande, par exemple, de manger environ 30 à 90 minutes avant l'entraînement. Plus qu'on est près du 30 minutes, plus que c'est un repas léger, facile à digérer. Parce que c'est sûr que tu veux d'avoir l'énergie, évidemment, à ton entraînement, mais tu sais, tu veux pas être en train de digérer tout au long de ton entraînement, là. Tu veux mobiliser ton énergie pour justement faire un effort physique et non ta digestion. Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu manges quelque chose qui est super difficile à digérer, ben, ça va être plus difficile d'aller donner de l'énergie à tes muscles parce que là, ton corps va comme avoir 2 choses à faire en même temps. Ça se peut que tu commences à filer moins bien, mal au ventre, mal au cœur, tu sais, c'est jamais vraiment agréable pendant un training, là. Fait que c'est ça. Mais il y a aussi, je veux juste aussi préciser qu'il y a pas mal d'essais-erreurs, si on veut, parce que il y a certaines personnes qui ont mangé un petit peu, ça va le donner vraiment un bon boost. Ça dépend le moment de la journée aussi. Ça dépend aussi du moment de la journée. Moi, mettons, si je suis le matin, je vais être capable de me prendre un déjeuner, un bon repas, puis aller m'entraîner tout de suite après, puis j'aurai aucun problème parce que j'ai genre l'estomac vide. C'est sûr que si je m'entraîne en après-midi, je me prends pas un repas juste avant, ça va être une petite collation. Moi, c'est ça que je fais. Moi, je m'entraîne souvent en après-midi. Ça dépend tellement, là. Tu sais, dans le fond, moi, mon principal point, là, c'est que
tu te sens à l'aise à l'entraînement. T'as pas mal au ventre, mal au cœur, mais tu sens que t'as une énergie. À un moment donné, c'est genre juste du test. T'as une énergie constante. Une énergie constante, puis c'est juste de le tester, là. Tu sais, on s'en fout, t'as pas besoin de calculer 32% de glucides puis 40, tu comprends? C'est pas... c'est zéro important. C'est sûr qu'on va recommander avant l'entraînement, surtout plus que t'es proche, d'aller chercher des sources de glucides. T'sais, si t'es un petit peu plus loin, tu peux aller racheter des lipides parce que ça va ralentir un petit peu la digestion, ça va diminuer le pic d'insuline, fait que t'auras pas un gros rush d'énergie puis un down après. Puis c'est sûr qu'on va favoriser aussi les protéines, tu sais, un peu n'importe quand. Mais encore là, si t'as envie de manger, je sais pas moi, des noix puis un fruit avant ton training. Parce que ça te fait sentir bien, vas-y. Ça. C'est genre, tu vas pas te nuire, là. Ça, à un moment donné, je dis pas si tu jeûnes toute la journée puis là, ça devient plus compliqué, là. Mais tu sais, quelqu'un qui mange normalement toute une journée, tu sais, à un moment donné, avant ton entraînement, peu importe ce que t'as mangé avant, après, whatever, mange ce que ça fait te sentir bien. Puis si t'as pas faim, t'as vraiment pas faim, t'as pas envie de manger, mais que t'as mangé, mettons, 1h30 avant, ben c'est correct aussi. T'es pas obligé de manger absolument quelque chose avant, après l'entraînement non plus, là. Puis sinon, si on y va peut-être un petit peu plus scientifique, là, moi, ce que je dis de base à mes clients, c'est que j'aime ça quand même avoir un mix un petit peu de protéines, un petit peu de glucides, un petit peu de gras. Plus de glucides que de gras, là. Ouais. Mais ouais. Ben non, mais tu sais, ça, c'est les recommandations standards, là. Tu sais, les protéines, c'est assez classique parce qu'on veut garder un apport protéine à peu près égal pendant toute la journée. Toute la journée, ouais. Les glucides, la raison de ça, c'est qu'on veut faire augmenter un petit peu notre insuline parce que le fait d'avoir un taux d'insuline un petit peu... Pas juste l'insuline, le glucose aussi. Le glucose aussi, mais c'est la principale source d'énergie pour le corps, là. Le fait d'avoir un petit à l'exercice, le fait d'avoir un petit peu d'insuline dans notre sang, ça favorise, ça l'empêche, j'ai juste le terme en anglais, là, mais le muscle protein breakdown. Ça, c'est le fait d'avoir un petit peu d'insuline, ça l'empêche le catabolisme musculaire. Par contre... Ben, pas juste ça, t'en as besoin pour faire rentrer le glucose dans ta cellule. Aussi. Par contre, tu veux pas non plus manger vraiment beaucoup de glucides, puis là, après ça, avoir une petite baisse d'énergie pour pas, comment expliquer ça, avoir un up d'insuline, puis après ça, un vraiment down d'insuline. Donc, c'est pour ça que je dis souvent à mes clients d'ajouter peut-être un petit peu de gras pour stabiliser ton pic d'insuline pendant ton training. Donc, tu manges des glucides. Ouais, mais ça, c'est combien de temps avant, combien de quantité? Ben, c'est erreur. C'est erreur. Donc, si vous voulez un bon repas, là, moi, ce que je prends plus parce que là, j'étais en train de mourir, là, mais avant, je faisais ça. Mm-hmm. Je prenais du yogourt, je mettais un petit peu de beurre d'amande avec, des fruits puis du gruau, des flocons d'avoine. Ouais. C'est super bon, essayez ça, ça goûte je sais plus qu'est-ce que ça goûte, ça fait trop longtemps. Je trouve que c'est bon de mettre des bananes dans du yogourt. Vous pouvez essayer ça, mais tu sais, ça c'est un bon mix, le yogourt grec surtout, où il y en a d'autres sortes, le skyr, peu importe. Le quoi? Le skyr? Comment on dit ça? Peu importe. Ils ont quand même un certain niveau de protéines. Après ça, les flocons d'avoine, gruau, ça a des glucides, puis un petit peu de beurre d'amande qui donne un goût succulent, qui a un petit peu de gras. Donc, moi, c'est mes recommandations, mais essayez, c'est erreur, qu'est-ce que vous sentez le mieux? Ben, allez-y, c'est surtout ça l'important. Yeah! Troisième question, qui est, seriez-vous capable d'être aussi assidu si l'un ou l'autre d'entre nous s'entraînait pas, ou il y aurait juste, tu sais, s'entraîne, mais il n'y a pas d'objectif, puis comprend plus ou moins nos objectifs? Tu veux-tu commencer, Lou? Je commence. Mais, mettons, est-ce qu'on peut mettre une mise en situation? Ben, si t'as une mise en situation en tête. Non, mais, parce qu'il faut que je m'imagine. Ben, mettons que moi, je m'entraîne pas, puis toi, tu veux aller au championnat du monde, puis t'as des objectifs super sérieux, puis tu t'entraînes 3 heures par jour. Mais moi, je m'entraîne pas. Est-ce que toi, tu serais aussi assidu? Oui, c'est une question difficile quand même. Parce que, tu sais, ça dépend. Parce que là, mettons, je dis, tu sais, je suis pas dépendante de toi pour mes performances. On s'entend-tu? Dans le sens que je fais ma journée, tu sais, je sais pas comment dire ça. T'sais, en ce moment, on peut dire que c'est un peu, non, c'est pas vraiment ça, mais je sais pas comment dire ça, tu sais, toi, t'es comme vraiment strict sur ta diète. Moi, si j'ai envie de me permettre quelque chose, je peux. Ouais. Mais tu sais, genre, on est un peu indépendant là-dedans, tu sais, je veux dire, si j'ai envie de manger, tu sais, je sais pas comment dire ça. C'était pas très clair comme réponse. Non, c'était vraiment pas clair comme réponse. Je vais répondre ce que moi, j'allais dire, parce que, on n'a pas tout. Non, mais attends, je veux juste comme clarifier, là, parce que je veux pas laisser un genre de suspense de même, là. Non, mais c'est juste pour dire que moi, mettons que tu ferais pas de sport, mettons,
je pense pas que ça me dérangerait tant que ça. Je pense que ce qui est comme plus difficile, c'est quand l'autre personne exige des affaires de l'autre. Ouais. Mettons, tu me dirais, hey, à chaque soir, hey, là, on va-tu veiller, genre? C'est là, ça pourrait créer des conflits. Ouais. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Mettons, moi, je te dirais ça, hey, là, on va-tu veiller? Il se passe quelque chose avec la caméra. Ouais, ça se peut que là, la caméra, elle ait lâché. Mais en tout cas, c'est pas grave, on a toujours mon cellulaire. Admettons, moi, si je t'ai dit ça, justement, hello, regarde, on va-tu veiller à tous les soirs, peu importe. Comment, admettons, si l'option, c'est pas de me laisser, là, comment est-ce que tu pourrais trouver un moyen pour que j'accepte ton mode de vie, puis t'acceptes le mien, mais de faire un peu des sacrifices? T'as-tu une idée là-dessus? Ben, c'est une bonne question. Ah, c'est vraiment, sérieusement, je trouve ça touché. Je trouve ça quand même touché, tu sais, ceux qui ont vraiment des gros objectifs puis que le conjoint ne les soutiennent pas là-dedans, tu sais, les encourage pas vraiment beaucoup. Tu sais, je trouve que c'est difficile, tu sais, c'est vraiment dur, tu sais, à un moment donné, je sais pas, tu sais, sérieusement, on l'a jamais vécu, tu sais, les deux, on a une passion, puis tu sais, je veux dire, c'est pas tant... c'est vraiment dur comme question. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Mettons que ce serait le contraire. Moi, sérieusement, j'ai de la misère à répondre à la question. Moi, tu sais, je trouve ça, c'est sûr que je trouve ça plate, tu sais, tu sais, c'est pas d'être 100% ça coche tout le temps, là. Ouais. Tu sais, si toi, t'as envie d'être comme un petit peu plus ça coche, puis que l'autre, non, pas tant que ça, ben, tu sais, c'est correct, puis genre, je veux dire, t'as pas à avoir des attentes envers l'autre à ce niveau-là, parce que chaque personne est différente, puis tu sais, chacun a ses objectifs. Des fois, il y a des périodes de l'année où que, mettons, toi, tes compétitions sont un petit peu plus intenses, moi, moins intenses. Fait que, tu sais, j'ai pas d'attente envers toi. C'est ça, je pense que quand ça devient conflictuel, c'est quand, c'est ça, la personne, on va-tu manger au resto, mettons, ouais. Pis non, moi, ça me tente pas, ben là, t'es pas... Tu sais, je pense que c'est juste comme, c'est des sources de conflits qui peuvent être un problème. Moi, j'y ferais comprendre à la personne que, ben, regarde, pour l'instant, ça, c'est mon objectif numéro 1. Mais tu sais, mettons, est-ce que tu serais prêt à faire des compromis? Tu sais, c'est facile de dire ça, ouais, mais moi, ça me tente pas, c'est mon objectif numéro 1. Mais tu sais, est-ce que tu serais prêt à faire plus de compromis? Ben, tu sais, je m'attends à ce que la personne, mettons, là, comme je suis en compétition, là. Si, mettons, tu me dis, là, hello, là, Bren, à soir, on va manger au resto, c'est notre anniversaire, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, faut que tu viennes. Ben, genre, probablement que je préfère des compromis, genre, je vais venir avec toi, mais je vais manger comme avant. Non, menteur. Tu dirais non. Ben, en tout cas, quelque chose, probablement, je trouverais un moyen de faire des compromis. Puis si la personne, ben, c'est toi, ton objectif, t'as vraiment un objectif à long terme, puis ton conjoint, ta conjointe, t'es vraiment pas capable d'accepter ça, puis vous avez vraiment un mode de vie différent, mais peut-être qu'on peut juste se questionner si la personne est vraiment faite pour vous. Ben, moi, je pense que ouais, parce que, ça en est... Ben, tu sais, faut toujours en parler en premier. Tu sais, c'est sûr que si, mettons, toi, tu ferais du bodybuilding à l'année, là, mettons, non-stop, là. Non-stop, à tous les ans, pendant 15 ans, comme tu fais en ce moment, tu sais, c'est sûr que, pour moi, tu sais, ça serait poche. Ouais. Tu sais, il faudrait vraiment que j'agrandisse mon cercle d'amis. Ouais, c'est ça, je sais, là, faudrait que je fasse ça, là, mais... Mais pour en revenir à la question, seriez-vous capable d'être aussi assidu si l'un ou l'autre ne s'entraînait pas? Mais tu sais, j'ai déjà fait, mettons, une compétition de bodybuilding, puis on commençait à se parler dans ce temps-là, mais tu sais, on n'a pas tout le temps été ensemble, puis j'étais aussi assidu dans le temps. Je pense que ça vient un peu de ma personnalité. Puis, là, je vais raconter une histoire, là, par rapport, là. Mais, puis je te l'ai même pas dit encore. Vendredi passé, justement, j'étais au resto avec ma mère, mais on a pris juste un café, là. Tu me l'as même pas dit? Mais oui, je te l'ai dit que j'étais au resto avec ma mère vendredi passé. Non, mais je me demandais qu'est-ce que tu t'en allais dire quand j'ai entendu que j'étais au resto, j'étais genre... Ok, non, j'étais au resto, on a pris juste un café. Puis ma mère, elle va tout le temps faire comme pour me protéger, puis elle va tout le temps me convaincre de pas faire cette compétition-là de bodybuilding parce que pour elle, ben, c'est pas santé, puis elle a un petit peu raison. Parce que, c'est ça, c'est pas santé. Puis il y a des risques pour ma santé, puis aussitôt qu'elle me voit un petit peu souffrir, elle va me dire non, arrête. Tu comprends? Non, Bren, là, t'arrêtes, là, ton gars, là, t'as perdu du visage puis tout, arrête. Puis si moi j'aurais pas cette mentalité là, genre ça me donnerait une excuse facile de dire ma mère veut que j'arrête. Tu comprends? Puis là c'est vraiment malaisant, OK? Là pour vrai, là, on embarque dans une histoire par rapport. Pourquoi tu me l'avais pas dit? J'étais au resto vendredi passé, j'arrive, puis là la serveuse, elle vient nous porter notre café.
Puis là, ma mère, elle me dit, elle dit à la serveuse, mon gars, il y a une compétition de bodybuilding, parce que ma mère, elle dit tout à tout le monde. Puis là, elle fait, ah ouais, puis là, elle dit, il a perdu pas mal de poids, là. Puis là, elle se met à pleurer. Elle dit, il perd tellement de poids que là, je me rends mal, je suis toute faible, je suis plus capable qu'il fasse ça, je veux vraiment qu'il arrête. Puis là, elle part à pleurer. Genre, fait que tu sais, juste pour dire, mais là, c'était comme, elle était fatiguée pis tout, là, mais ça, je te l'avais pas dit. Donc, tu sais, je pense que ça vient plus de la personnalité de la personne, puis on est capable de faire face un petit peu à l'entourage, tu sais, je veux dire, c'est mes objectifs à moi. Ouais, c'est ça, peut-être que si vraiment ça te dérange beaucoup, là, sûrement que c'est que la motivation est pas à son plein totalement. Exact. Là. T'es probablement capable de te mettre un peu une carapace, une bulle, puis de passer autour de ton entourage. Fait que c'est juste ça que je voulais dire. Mais tu sais, il y a quand même des limites aussi, là, tu sais. Ouais. Des fois, c'est plus difficile que ça en a. L'équilibre, c'est important. Mais c'est ça. Merci, Elodie. Donc, je trouve qu'on l'a pas super bien répondu à cette question-là, mais pour vrai, c'était une question difficile, puis peut-être que pour vous... On l'a vraiment mal répondu. On l'a vraiment mal répondu. Non, mais moi, maintenant, ce que je retiens, là, c'est que si... On va faire ça vite, hein, par exemple. Ok, ouais, laisse faire. Je ferai pas ça vite. Ok. Ah, ok, bon. Mais c'est vrai. Mais peut-être que même vous pouvez vous poser vos questions en écoutant ça. Faire, hey, moi, comment je réagirais? Puis peut-être que vous pouvez le marquer en commentaire. Ouais, ou en story, whatever. Ou en story, ça serait intéressant de savoir vos réponses parce que on n'est pas... moi, je suis pas capable d'imaginer, genre... On n'est pas expert de couple. Non, c'est ça. Fait que écrivez-nous-le, qu'est-ce que vous feriez si votre partenaire... Je suis experte de couple. Okay. C'est juste que je peux pas d'imaginer dans cette situation-là. Bon. Ok. Dernière question qu'on a eue, c'est les mythes les plus fréquents à l'entraînement. Donc le monde pas les mythes, je me suis pas expliqué, pas les mythes, les erreurs les plus fréquentes à l'entraînement. C'était juste ça la question, donc on va y aller peut-être un petit peu plus précis. C'est pourquoi qu'on pense selon nous que la plupart du monde n'ont pas de résultats quand ils s'entraînent. Ouais. Moi j'ai trouvé mes 2 points les plus importants, peut-être que l'autre en aura d'autres. Le premier plus important, c'est que le monde il s'adapte jamais à rien. Dans le fond, ils rentrent au gym, ils sont là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait-tu pec? On fait-tu dos? Puis là, ils savent jamais leur workout d'avance. Ils savent jamais leur entraînement. Ils changent comme tout le temps non-stop à chaque semaine. Il y a aucune ligne directrice dans leur entraînement. Aucune progression. Aucun objectif fixe. Puis j'en ai même des clients. Puis c'est correct des fois de faire ça, mais c'est juste que, tu sais, si par ça tu chiales que t'as pas de résultat, ben tu sais, y a pas juste ça, là, mais tu sais, c'est quand même un point important, ouais. Là. Mais j'en ai même des clients qui vont me texter une semaine. Là, Bren, là, je veux coter, là. La semaine d'après, là, je suis tanné de coter, je veux prendre de la masse. La semaine d'après, je veux recoter. C'est sûr que si tu te donnes pas une certaine période à faire, une période un petit peu plus en force, une période un petit peu plus en hypertrophie, l'autre, peu importe, t'auras pas de résultat en faisant un entraînement de ça aujourd'hui, un autre de ça le lendemain. Puis à skipper 3 jours la semaine d'après. Exact. Puis de faire tout le temps des exercices différents que t'as trouvé sur YouTube parce que ça avait l'air cool, parce que ton idole le fait. Je veux dire, faut que tu te prennes certains mouvements, certains objectifs, puis tu donnes une période de ça. Tu peux pas non plus naviguer d'un programme d'entraînement à l'autre. T'as besoin d'avoir une structure, une progression. Donc, t'as besoin de t'adapter un petit peu à tes entraînements. C'est le point le plus important que j'ai trouvé. Puis mon deuxième point, je pense que ça va un petit peu avec ça, c'est que les personnes notent jamais rien. Ouais. Je veux dire, tu vas leur demander c'est quoi ton max au bench ou c'est quoi ton t'es capable de lever combien à ça? Je sais pas, à peu près ça. Mais tu sais, non, mais il y a des affaires, des fois, c'est normal de pas se rappeler de tout. Non, je sais. Là, parce que toi, tu fais du powerlifting, c'est sûr, tu vas savoir ton bench. Mais, tu sais, l'important, surtout, c'est que quand vous commencez un programme, notez-les vos charges. Après ça, la semaine d'après, ça va être pas mal plus facile d'avoir une progression, de pas niaiser avec les pros parce qu'on se rappelle plus combien qu'on mettait. Puis, tu sais, après ça, vous pouvez même les garder, vos programmes, puis, tu sais, les ressortir comme 6 mois après. Je me suis amélioré de 15 livres à tel exercice, c'est super bon. Puis, tu sais, ça, des fois, quand t'as des dents de motivation, c'est aussi d'aller revoir tes anciennes charges. Mais finalement, tu sais, moi, j'ai encore mes programmes des 5 dernières années, puis mes charges sont toutes encore marquées. Puis sur mon ordi... Je les ai effacées. Non, je les ai pas effacées. Puis sur mon ordi, j'ai un document Excel qui dit j'ai fait tel record. Là, j'en fais plus de record malheureusement, là, mais j'ai fait telle charge à tel exercice, telle date.
Puis quand je sais que j'ai un record, ben je vais le changer puis je le modifie. Donc j'ai plusieurs mouvements de base que je me suis marqué là, c'est sûr que je garde pas tous les mouvements dans ce document-là. Non, mais avoue que dans le fond, c'est pour que dans genre 50 ans, t'ailles au gym puis là t'ailles voir les petits jeunes puis tu dises dans mon temps, je squattais genre tant de livres. Non, fait que c'est ça. Moi c'était ça le monde, ils prennent pas assez de notes puis ils savent jamais où est-ce qu'ils sont rendus, ils ont pas de progression. C'est ça mes deux erreurs les plus fréquentes. Ouais. Est-ce que t'en avais un autre? Ça faisait le tour? Non, ça fait le tour parce que sérieusement, je trouve que ça on préfère un podcast là-dessus, puis là, ouais. ça me tente pas d'embarquer là-dedans. OK. Fait que au pire on en fera éventuellement un podcast. Pour le podcast de dans 2 semaines, c'était supposé d'être ma préparation, comme mon récapitulatif de bodybuilding, mais finalement je pense qu'il a dit ce qu'on va faire, c'est il va être trop tard, ouais. On va sortir le podcast en retard puis ça me dérange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire un autre questions et réponses. Ouais. Donc si vous avez aimé ce type de ça peut être des questions plus personnelles parce que je trouve que ce serait le fun de créer de l'engouement, genre. Ben on va essayer de choisir un mix peut-être. Ouais, okay. Donc, si vous avez des questions, écrivez-nous-le. Dans le fond, quand on va poster sur Instagram, marquez-le dans les commentaires de la photo du podcast. Mm-hmm. Soit sur Instagram, sur Facebook ou dans un commentaire YouTube. Posez-nous vos questions. On va faire des stories aussi. On va faire des stories. Fait que posez-nous vos questions. Puis probablement que votre question peut être dans notre prochain podcast. Si vous nous posez pas de questions, ben, la dernière fois, on a eu des questions en banque qu'on n'a pas utilisées, fait qu'on va pouvoir en utiliser. Sinon, en attendant, continuez à nous supporter, partagez le podcast dans votre story Instagram, likez vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, peu importe, abonnez-vous à notre chaîne Instagram, notre page Facebook. D'autres choses à ajouter? Non, ça va. Fait que, le prochain podcast, quand il va sortir, je vais avoir fait ma compétition de bodybuilding. Je suis dans 2 semaines. Honnêtement, là, j'ai hâte que ça soit fini. Puis, si je gagne pas, ce que je veux pas dire ça. Non, il va gagner. Toutefois, il va gagner, ok? Si je gagne pas, je refais l'autre compétition 2 semaines après. Tu vas gagner. Donc, j'espère que ça va finir dans 2 semaines et non dans 4 semaines. Parce que oui, j'ai hâte que ça finisse dans 2 semaines. Donc, sur ça, merci de nous avoir écoutés, d'avoir été patients. Mais tu sais, je dis ça, puis j'ai l'air découragé, puis on dirait qu'on revient au point à question 3, là. Ben non, mais c'est correct, tu sais, c'est beaucoup mais c'est juste que, tu sais, c'est beaucoup de sacrifices, là. Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, genre, c'est pas que ça me dérange, c'est juste que moi aussi j'ai hâte. Mais tu sais, je suis comme, on se chicane pas à cause de ça, là. Honnêtement, depuis 2-3 jours, j'ai un petit peu plus d'énergie, ce qui devrait pas être le cas parce que c'est le fait, tantôt il dit, hey là, on va-tu prendre des photos? J'étais genre, mon Dieu! Parce que la diète, elle a encore diminué, mais j'ai un petit peu plus d'énergie. Je pense que ça vient du fait que, là, je vois que ça approche. C'est comme un dernier boost de motivation. Là, il reste 4-5 jours de cardio, de training vraiment intense. Après ça, plus on passe au repos. Mais, on va faire un podcast là-dessus entièrement. Pour parler des erreurs que j'ai faites parce que j'en ai faites. Puis non, j'en ai fait pas mal. Puis on va parler aussi de l'aspect psychologique, l'aspect mental, l'aspect physique, l'aspect hormonal. Ça va être le podcast dans 4 semaines. L'aspect psychologique, ce que tu dis? Psychologique. Santé. Santé de tout. Relation de couple. On pourra en parler. Donc, merci. On coupe ça comme ça. Merci et à dans 2 semaines.